Au sommaire de cette édition, Dr Lévry, un serviteur de Dieu d'origine ivoirienne basé aux États-Unis, a effectué le déplacement en Côte d'Ivoire pour un séminaire dénommé Moment de partage sur l'évangile de Jésus-Christ. L'ONG PAMSI a organisé une conférence de presse pour faire le bilan de ses activités et lancer sa 7e phase de projet. À l'international, Emmanuel Macron promet à l'armée les moyens de ses missions. La Coupe d'Afrique des Nations étendue de 16 à 24 équipes dès 2019. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne panafricaine. Débutons ce point de l'actualité en religion en Côte d'Ivoire. Dr Lévry est un serviteur de Dieu d'origine ivoirienne basé aux États-Unis. De passage en Côte d'Ivoire, il a organisé un séminaire dénommé Moment de partage sur l'évangile de Jésus-Christ, l'homme de Dieu. C'est confié à Béni TV. Nous l'écoutons. Nous croyons que l'évangile peut être annoncé, mais il peut aussi être expliqué. Voilà pourquoi ce moment de partage est basé sur non seulement une annonce de l'évangile, mais aussi l'explication de ses implications. Et effectivement, le séminaire a commencé il y a un peu longtemps, depuis 2 semaines déjà, et la réaction a été un soupir. Bon, il faut dire que l'auditoire a soupiré, l'auditoire a montré un intérêt, surtout sur la substance que nous avons partagée. Et ce qui nous a encouragé encore à continuer et même aussi à rencontrer les différentes personnes qui étaient là et continuer de partager l'évangile. Voilà. Et aussi nous avons un objectif précis, c'est de nous établir ici en Côte d'Ivoire. L'apothéose de la semaine de croisade, d'évangélisation et de délivrance s'est tenue lors d'un culte spécial le dimanche 16 juillet 2017 avec comme invité d'honneur le prophète Fernand Yodé. Mobilisé derrière le prophète Achija, le peuple de la communauté évangélique La Maison de la Grâce a célébré le Seigneur le dimanche 16 juillet 2017. Ce culte spécial marque l'apothéose d'une semaine d'évangélisation et de délivrance placée sous le thème « Qui se cache derrière ma souffrance ?» Après plusieurs jours de croisade, les chrétiens de la Maison de la Grâce ont loué l'Éternel Dieu avec des chantres invités. Le prophète Fernand Yodé, père spirituel du leader et fondateur de l'église La Maison de la Grâce, a été l'invité spécial de ce moment de prière. Il a conduit un temps de ministère au cours duquel le Saint-Esprit s'est fortement manifesté. Pourquoi tu t'es levé contre sa destinée? Je commande à la qualité de prophète, par l'onction de l'Esprit. Sors! Sors! Ils sont en train de vomir ton mariage. Ils sont en train de vomir ta santé. Entrez un peu. Nous sommes dans le 7e mois de l'année et nous croyons que le chiffre 7 c'est le chiffre de repos. Dieu a travaillé 6 jours, le 7e jour s'est reposé. Élisée dit à Naaman, jette-toi 7 fois dans le Jourdain, et la lèpre a disparu de la vie de cet homme. Et la Bible déclare que le juste tombe 7 fois et Dieu le relève. Nous croyons que ce 7e mois est le mois de la libération, le mois du relèvement, le mois de la délivrance. À la suite du père spirituel, le fils, le prophète Achija, leader de la Maison de la Grâce, a exercé le ministère de la prophétie à travers des révélations pointilleuses. Mais j'ai dit la prison de les ouvrir. La prison de les ouvrir. La prison de les ouvrir. La prison s'ouvre. Et de là, la broche tu as souffert, c'était le temps. Dans cette maison dont je parle, c'est la maison de ton père, de ta famille. Tu es comme une étrangère, tu te retranches pour vivre. Pour le prophète Achija, l'Église doit multiplier de tels programmes pour faire tomber les chaînes de servitude. Donc ça s'acquitte. C'est fort. Et nous bénissons le nom du Seigneur et nous prions encore Dieu pour qu'il nous accorde encore, nous donne cette force-là de pouvoir continuer ce genre d'action. Encore pour la délivrance et le salut des âmes, parce que c'est à ça que nous avons été appelés, c'est à ça que Dieu nous a appelés. Toujours en Côte d'Ivoire, l'ONG PAMSI a organisé une conférence de presse pour faire le bilan de ses activités et lancer la 7e phase de son projet Compassion. C'était le mercredi 19 juillet 2017 à Bingerville.
La salle des fêtes de la mairie de Bingerville a été le cadre d'une conférence de presse organisée par l'ONG PAMSI sur le thème bilan du projet Compassion 2015-2016 et lancement de la 7e phase du projet. Dirigée par sa présidente, Madame King Carol, cette ONG est porteuse d'une belle vision, celle de soutenir les personnes atteintes de malformations en leur permettant d'avoir accès à des soins gratuits. Entourée du représentant du maire de Bingerville, de la représentante de la fondation MTN et du représentant du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Madame King Carol a rappelé les objectifs de l'ONG. Et l'ONG PAMSI, qui est cette ONG qui a pour vision donc de venir en aide aux personnes démunies qui n'ont pas grand moyen pour se prendre en charge. Et donc l'un de nos projets, c'est le projet Compassion pour la Côte d'Ivoire qui consiste à opérer gratuitement les personnes atteintes de malformations diverses. Nous pouvons citer les hernies, les fibromes, les kystes. Donc c'est une lutte que nous faisons contre la malformation. Ce matin, je voudrais déjà lancer un appel à la population malade qui, le plus souvent, nous avons affaire aux personnes qui se cachent, qui ne savent pas à qui se fier à cause de leur malformation. J'aimerais leur dire que l'ONG PAMSI est là pour leur venir en aide. Nous avons les bras ouverts, qu'ils sortent de leur cachette. Nous sommes disposés à tout donner pour leur faire du bien. Donc le programme comme ça pour les consultations, déjà pour la 7e phase du projet Compassion pour la Côte d'Ivoire, c'est le 11 et le 12 août au niveau de l'église Winner-Chapelle d'Akwedo. Relevée par une projection de films et des témoignages de personnes ayant bénéficié des bienfaits de l'ONG PAMSI, la conférence a été couronnée par la talentueuse prestation musicale de Madame King Carol. L'ONG PAMSI a foi en l'avenir et compte sur l'implication massive de la presse pour réussir son pari. En Afrique à présent, les observateurs ayant couvert les dernières législatives en République démocratique du Congo se sont dit satisfaits du déroulement de ce scrutin, malgré quelques imperfections. Ils appellent à la décrispation politique. 43 observateurs venus de 24 pays d'Afrique pour le compte de l'Union africaine et de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs ont relevé des anomalies dans le déroulement des élections législatives et locales du 16 juillet 2017. Du retard de l'ouverture de certains bureaux de vote aux urnes non scellées, en passant par l'absence des observateurs nationaux dans les bureaux de vote, la mission d'observation a relevé plusieurs cas de dysfonctionnement. La mission a relevé que dans certains cas, le matériel électoral n'était pas en quantité et en nombre suffisant. Ils ont ainsi relevé dans ces cas l'absence de scellés aussi pour les urnes et parfois l'absence de listes d'émargement ou de procès-verbaux. La mission composée d'observateurs de l'Union africaine et de la CIRGEL a déploré l'absence d'une frange de l'opposition à ce scrutin. Elle a ainsi recommandé au gouvernement congolais de prendre des mesures de décrispation politique fortes visant à favoriser le dialogue. Du côté des forces de l'opposition, les élections du 16 juillet 2017 ont été entachées d'irrégularités. Les gens se sont réveillés massivement pour aller voter, surtout dans la partie sud de Brazzaville. Mais à la fin, les délégués de mes candidats n'ont pas eu, pour certains, les procès-verbaux. Et ce, contrairement à l'article 99 de la loi, qui stipule que les procès-verbaux, après décompte, doivent être donnés aux délégués qui représentent les candidats. L'important, je le répète, c'est surtout le climat dans lequel s'est déroulée la campagne électorale, le fair play de tous les candidats. Peut-être l'occasion de saluer aussi le fair play de tous les concurrents qui étaient en face de nous, la sérénité, la tranquillité. Je pense que c'est la démocratie qui gagne. Notons que les observateurs africains ont suivi le dépouillement dans 255 bureaux de vote visités dans les 12 départements de la République. Le corps électoral a été revu à la hausse, soit 2 124 650 électeurs. Le parti au pouvoir en Afrique, l'ANC, apparaît divisé à l'approche du prochain vote de défiance contre le président Jacob Zuma. L'enjeu de ce vote de défiance à bulletin secret a exacerbé la tension. En Afrique du Sud, le vote au Parlement initialement prévu le 3 août avait été repoussé au 8 août 2017. Cette fois-ci, le président Jacob Zuma pourrait être véritablement en difficulté puisque le vote risque de se tenir à bulletin secret. Pour l'instant, une dizaine de députés de la majorité ont publiquement exprimé leur désaccord avec le chef de l'État et indiqué qu'ils voteraient avec leur conscience. Mais si un vote à bulletin secret devait avoir lieu, certains députés pourraient être tentés de donner leur voix en faveur du vote de défiance contre le président sud-africain.
Je pense honnêtement que la mission de l'ANC a été détournée. Je pense vraiment que le président a effectivement permis que cela se produise parce que c'est lui la personne morale. Une parlementaire de l'ANC, Makosi Koza, a choisi l'anniversaire de Nelson Mandela le 18 juillet pour dénoncer le scandale comme une insulte à la mémoire du père de la Fondation démocratique de l'Afrique du Sud. De nombreux cadres de l'ANC disent voir le mouvement de libération le plus ancien d'Afrique du Sud décliner sous la présidence de Jacob Zuma. À noter que les 8 années de service de Jacob Zuma à la tête de l'ANC et de l'Afrique du Sud sont marquées par des scandales et une stagnation économique. Le président actuel en particulier ne fait pas ce qu'il est censé faire, car, comme l'indique la Constitution, la gouvernance doit se faire en douceur, sans corruption. Nous parlons d'une personne qui a été impliquée dans plus de 783 affaires. Dans n'importe quel autre pays, il serait déjà parti. Je pense que le président doit quitter le pouvoir. Le président Jacob Zuma fera face à une motion de non-confiance le 8 août. Ce sera la 9e fois qu'il affrontera l'opposition à cet exercice parlementaire sous la bannière de l'ANC. Jusque-là, régions les plus touchées par le sida, l'Afrique australe et de l'Est ont accompli le plus grand progrès dans le monde dans la lutte contre le virus. C'est ce que révèle un rapport de l'ONU-SIDA. Regardez. L'Afrique australe et de l'Est réalise les meilleurs progrès au monde en matière de lutte contre le VIH-Sida selon un rapport de l'ONU-SIDA, l'agence onusienne en charge de la lutte contre la pandémie, publié jeudi. Dans ces deux régions qui rassemblent plus de la moitié des personnes séropositives au monde, les décès liés au sida ont chuté de 42% depuis 2010 et les nouvelles infections ont reculé de 29%. D'importants efforts dans la sensibilisation et une meilleure diffusion des traitements antirétroviraux sont à l'origine des résultats. Ce qui m'encourage, c'est que l'épicentre de l'épidémie, et on sait que l'épicentre c'était Lesotho, Botswana, l'Afrique du Sud, Swaziland, l'Ouganda, je peux continuer, Zimbabwe. Et aujourd'hui, on voit très clairement que la plupart de ces pays connaissent une réduction des nouvelles infections de façon significative. Une réduction significative parce que ces pays ont pratiquement 50% de réduction dans les nouvelles infections. Selon le même rapport, plus de la moitié des malades dans le monde sont désormais sous traitement et le nombre de nouvelles contaminations continue à décliner. Jamais auparavant, nous avons eu plus de personnes sous traitement que de personnes qui ont besoin du traitement. Nous avons aujourd'hui 19,5 millions de personnes sous traitement. On a pu, la dernière année, en 2016, on a pu mettre 2 400 000 nouvelles personnes sous traitement. Malgré ces bons points, l'ONU-SIDA déplore le fait que le rythme soit encore lent et qu'il demeure des poches de résistance telles en Europe de l'Est et en Asie centrale, où le nombre de décès est monté à 27% en 6 ans et le nombre de nouvelles infections a atteint 60%. À Madagascar, un nouveau ministre des Finances a été nommé après la démission de Gervais Rakotorimana. Il dénonce un manque de soutien de son gouvernement. Gervais Rakotorimana démissionne du ministère des Finances. Pour justifier sa décision, l'ex-ministre évoque des divergences et un manque de soutien de la part de l'équipe gouvernementale. Gervais Rakotorimana qui aurait récemment informé le chef de l'État de son intention de quitter le gouvernement. Tout ce travail, je l'ai accompli pour l'amour de mon pays. Accomplir mes responsabilités conformément à mes valeurs n'a pas été tâche facile en raison du faible soutien qui m'a été accordé. On ne peut également passer sous silence les divergences de points de vue sur certains dossiers et dans les procédures à suivre. Il n'est pas dans mes habitudes d'abandonner en cours de route. Mais aujourd'hui, il paraît que les conditions ne sont plus réunies pour me permettre de poursuivre les réformes envisagées. Entré au gouvernement en janvier 2015, Gervais Rakotorimana avait la réputation d'un homme droit et rigoureux, des qualités qui lui ont permis en quelques mois de gagner la confiance des bailleurs de fonds internationaux. L'ancien ministre est d'ailleurs l'un des principaux artisans de l'obtention d'un prêt de plusieurs millions de dollars du Fonds monétaire international. Il a permis, entre autres, l'organisation de la conférence des bailleurs et des investisseurs en décembre dernier à Paris, et tous les autres qui sont suivis. Maintenant, je pense que le président cherche à passer à un autre cap au niveau de sa politique.
La confiance a été retrouvée au niveau des bailleurs, aussi bien traditionnels qu'au niveau des partenaires techniques et financiers. Une rigueur, mais aussi une certaine intransigeance qui l'ont conduit à dénoncer la gestion de 2 entreprises publiques. À l'international, un puissant tremblement de terre a secoué l'île grecque de Kos, faisant 2 morts. Les 2 victimes sont des touristes qui ont été tués par un effondrement. Un puissant tremblement de terre a secoué la nuit dernière l'île grecque de Kos. 2 personnes ont été tuées, un Suédois de 27 ans et un Turc de 39 ans. Les 2 touristes circulaient dans le centre-ville et ont été tués par l'effondrement d'un bar ou par des pierres tombées de bâtiments alentours. Ce vendredi matin, des débris jonchaient le sol. Parmi les nombreux édifices fissurés, cette église. L'épicentre du séisme se trouve à Bodrum, sur la côte sud-ouest de la Turquie. Des clients d'un bar de cette station balnéaire ont été pris par surprise et se sont précipités à l'extérieur. On déplore aussi une centaine de blessés, dont 5 dans un état grave. Quelques 70 personnes ont été admises à l'hôpital, tandis que des dizaines d'autres, choqués et craignant d'éventuelles répliques, tentaient de trouver le sommeil à proximité des plages. Un nouveau chef d'état-major a été nommé en France après la démission du général de Villiers. Le président Emmanuel Macron a rassuré les militaires en leur promettant une augmentation des crédits. Du changement à la tête de l'état-major français avec l'arrivée du général François Lecointre. Ce Saint-Cyrien de 55 ans est connu pour son coup d'éclat en 1995 lors de la reprise du point de Verbiana à Sarajevo. Une aubaine pour le gouvernement qui met en avant ce héros. Le général Lecointre est un héros reconnu dans l'armée comme tel, un héros qui a su combattre, un héros qui a su libérer des soldats français, notamment en 1995 dans la guerre en Bosnie-Herzégovine où nos forces armées étaient mobilisées. Seulement voilà, pour les militaires, le héros pourrait bien être Pierre de Villiers, son prédécesseur, qui vient tout juste de remettre sa démission au chef de l'État et des armées, Emmanuel Macron. La raison des réductions budgétaires de 850 millions d'euros. Le général s'en était plaint devant la commission de défense à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron l'avait alors sévèrement recadré. Les attaques à l'arme blanche sont en forte hausse dans la capitale britannique. La politique de Londres a lancé une campagne pour dissuader les jeunes de porter un couteau. Regardez. La course-poursuite s'est terminée dans une ruelle du quartier d'Elephant and Castle. La police encercle 3 suspects. Ils viennent de se débarrasser d'un couteau. À Londres, avoir sur soi une arme blanche est illégal mais fréquent chez les jeunes. Récemment, les attaques se sont multipliées de manière inquiétante, plus 24% en 2016 et déjà près de 30 morts chez les moins de 25 ans. C'est vraiment en augmentation, tout le monde semble le faire. Ça se passe partout et oui, c'est inquiétant, surtout pour la prochaine génération. Avec le début des vacances scolaires, la police a lancé l'opération Sceptre, une intensification des opérations de contrôle et de fouille, surtout dans les transports et certains quartiers sensibles. Il y a un pic des attaques au couteau dans ce quartier. Donc quand on détecte chez une personne un certain langage corporel envers des policiers en uniforme, ça nous permet de justifier une fouille. Et on espère faire sortir ainsi des armes de la circulation. L'augmentation des attaques intervient après des années de coupes budgétaires qui ont durement affecté les services à la jeunesse. Même le travail de la police de proximité a reculé dans les rues de Londres. Le maire Sadiq Khan vient de dédier 285 000 € pour renforcer ce travail de proximité, une aide saluée par la police. Je comprends que parfois des jeunes n'aient pas envie de s'adresser à la police. Donc ce qu'on dit maintenant, c'est qu'il y a des membres de la communauté, des gens de confiance, de la famille, des personnes respectées dans la société à qui vous pouvez vous adresser pour donner des informations sur les agressions au couteau. Si vous êtes inquiet, il y a d'autres interlocuteurs. Vous n'êtes pas obligé de vous adresser à la police. Selon la police, seul un porteur de couteau sur 4 appartient à un gang. La plupart du temps, l'arme blanche n'est utilisée que comme faire valoir ou pour se sentir en sécurité. L'incident arrive alors au moment d'une confrontation.
Parlons santé, 1 million de personnes sont mortes de maladies liées au sida en 2016 dans le monde, soit presque la moitié moins que lors du pic de décès atteint en 2005. Selon l'ONU, la balance a enfin penché. L'ONU parle d'un tournant décisif. Le nombre de morts du sida a été divisé par 2 depuis 2005. C'est la conclusion du rapport annuel de l'ONU SIDA publié ce jeudi et présenté à Paris par son directeur. Ainsi, 1 million de personnes sont décédées en 2016 contre près de 2 millions il y a 12 ans. Autre avancée majeure, le nombre de malades sous traitement. Jamais auparavant, je dis bien jamais auparavant, nous avons eu autant de personnes sous traitement. Jamais auparavant, nous avons eu plus de personnes sous traitement que de personnes qui ont besoin de traitement. Nous avons aujourd'hui 19,5 millions de personnes sous traitement. Des traitements coûteux entraînant des effets secondaires, mais ils ont révolutionné l'état de santé des personnes séropositives. Le nombre de nouvelles contaminations par le VIH a continué à décliner, mais 1,8 million de nouvelles infections ont encore eu lieu en 2016, soit une contamination toutes les 17 secondes. Un rythme trop lent pour parvenir à juguler l'épidémie, avertit l'ONU SIDA, et atteindre l'objectif de seulement 550 000 nouvelles contaminations en 2020. La recherche se poursuit et Paris accueille à partir de ce week-end et jusqu'au 26 juillet le congrès mondial sur le sida. Restaurer sa voiture de collection directement chez Peugeot, pour le particulier, c'est désormais possible. Depuis peu, l'association qui gère le musée et le patrimoine de la marque propose cette prestation aux propriétaires d'anciennes Peugeot. Sous un cabriolet 404 de 1965, Bernard attaque la corrosion sur le longeron. Il faut enlever la gangrène, on va dire. Voilà, il faut arriver à être sur la tôle saine pour pouvoir rempiler et redémarrer correctement. Depuis un an, l'atelier qui restaure les voitures du musée s'occupe aussi de celles du particulier. Au sein des constructeurs généralistes, l'association Aventure Peugeot Citroën DS fait figure de pionnière. Les gens viennent chercher chez nous ce que nous-mêmes on appliquait à notre patrimoine en termes de qualité, de respect de l'authenticité du produit. Un produit que les ouvriers connaissent parfaitement. Après plus de 35 ans de maison, la tête sous le moteur ou sous le capot, cette mécanique ancienne leur rappelle des souvenirs. C'est là-dessus que j'ai commencé, donc c'est bien de pouvoir continuer sur ces véhicules-là, quoi. Embrayage, démarreur, frein, Jean-Yves passe au crible la belle 204 coupé de 1970. Dans son bureau, le chef garde précieusement les archives de la maison, très utiles pour restaurer les voitures de collection. On retrouve absolument toutes les caractéristiques, par exemple d'embrayage, les disques de frein. C'est nécessaire pour pouvoir appréhender correctement le véhicule qui est devant nous, en fait. L'association garantit des pièces d'origine, de rechange ou refabriquées. Ici, l'aventure Peugeot dispose de 14 000 références. On est surtout sur les générations donc série 04 jusqu'au Youngtimers. On a également un petit peu de série 03, donc 203, 403. Donc voilà, on a à peu près quand même 135 000 pièces, donc de la 104 jusqu'en gros la 205. Sous la 404 Cabrio, Bernard pose les premiers points de soudure. Jean-Yves s'apprête à remonter l'embrayage de la 204. Deux véhicules qui n'attendent qu'une seule chose, reprendre la route. L'opposition vénézuélienne a accentué sa pression sur le président Nicolás Maduro en lançant une grève générale qui intervient au lendemain d'un référendum informel contre le régime marqué par une participation massive. La mobilisation a été massive, mais l'opposition vénézuélienne veut aller encore plus loin. 7 millions de personnes se sont déplacées dimanche pour une consultation symbolique contre le projet de Nicolás Maduro. Le président veut refonder la Constitution pour reprendre la main après des mois de contestation dans la rue. Mais l'opposition entend bien surfer sur ce succès et amplifier le mouvement. Nous appelons tout le pays ce jeudi à une grève générale, massive et sans violence de 24 heures, afin d'exercer une pression sur le gouvernement et de se préparer à l'escalade définitive de la semaine prochaine,
contre la fraude constitutionnelle et achever la restitution de l'ordre constitutionnel. Le gouvernement a récemment décidé de convoquer une assemblée constituante censée apporter paix et stabilité au pays. Ses membres doivent être élus le 30 juillet. L'opposition dénonce une volonté de contourner l'Assemblée nationale où elle est majoritaire depuis l'an dernier. Mais Nicolas Maduro reste inflexible, trop inflexible même pour de grandes puissances étrangères. Du côté des États-Unis, Donald Trump salue la consultation symbolique de l'opposition et menace le président vénézuélien de sanctions économiques s'il ne retire pas son projet de constituante. Fermeté aussi du côté de l'Union européenne, qui a appelé le gouvernement à suspendre ce projet. Une intrusion dans les affaires internes du pays, selon le président vénézuélien. Que croit-il? Que nous sommes en 1809, lorsque l'on recevait des ordres des empires européens? Le Venezuela est un pays libre et souverain et ne reçoit d'ordre de personne. Ce sont les Vénézuéliens qui décident. L'Union européenne n'exclut pas elle aussi d'imposer des sanctions contre le gouvernement vénézuélien. Les manifestations ont fait près d'une centaine de morts depuis 3 mois. Nous terminons avec un mot de sport. La Coupe d'Afrique des Nations CAN va être étendue de 16 à 24 équipes et se déroulera en été à partir de l'édition 2019, a annoncé la Confédération africaine de football CAF. C'est officiel, le nombre d'équipes participant à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN passera de 16 à 24 et la compétition se déroulera désormais en juin et non en janvier à partir de l'édition 2019. L'annonce a été faite par la Confédération africaine de football CAF jeudi. Cette nouvelle formule de la compétition est l'une des recommandations du groupe de travail sur la Coupe d'Afrique des Nations au symposium de 2 jours sur le football africain organisé à Rabat au Maroc. Les groupes passeront de 4 à 6. Cependant, la compétition continuera à être organisée tous les 2 ans. Ces changements majeurs dans l'organisation de la CAN, dont la tenue en janvier faisait grincer les dents des clubs européens, devraient les ravir. En se tenant en juin, la compétition ne privera plus les clubs européens de leurs joueurs africains pendant 1 mois en plein championnat. C'est la fin de ce point de l'actualité. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes sur The Blessing Channel.